Bon, M. Night Shyamalan, voilà un nom qui fait réagir tout le monde. Chez les cinéphiles, il y a deux camps. Ceux qui lèvent les yeux au ciel en disant « Ah ouais, encore le gars chiant qui fait toujours un twist à la fin ». Et ceux qui défendent bec et ongle l'idée que c'est un véritable auteur avec une vision unique. Moi, clairement, je suis dans le deuxième camp. Selon moi, Shyamalan est un réalisateur largement sous-coté. On a trop tendance à le réduire à ses échecs ou à ses fins surprises, ou parfois même à des petites erreurs techniques. Alors que si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il a une cohérence thématique, un style très personnel, et qu'il raconte quelque chose de notre époque à travers ses films. Shyamalan est l'un des réalisateurs les plus méticuleux de sa génération. Tout, absolument tout dans ses plans est calculé, en passant par le cadrage, les couleurs, les mouvements de caméra, la musique, et même parfois, les caméos. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous convaincre de ça. On va prendre le temps, parce qu'il y a beaucoup à dire. On va parler de ses influences, de ce qui fait que sa réalisation est atypique, de ce qui les représente dans le paysage du cinéma américain et même dans la société actuelle. Promis, je ne vais pas vous spoil tous les twists, mais je vais essayer d'apporter un éclairage sur son cinéma qui, je l'espère, vous aidera à le reconsidérer à l'avenir. Shyamalan, de son vrai nom Manoj Neliatu Shyamalan, est né en 1970 en Inde, mais il a grandi à Philadelphie, aux États-Unis. Il a fait ses études à la Thai School of the Arts à New York, comme beaucoup de cinéastes américains. Et très tôt, il a commencé à tourner des films. Shyamalan tourne son tout premier long métrage en 1992. Il est alors âgé de 22 ans. Il est encore étudiant et il y réalise donc Praying with Anger. C'est quasiment autobiographique. Un jeune américain d'origine indienne retourne en Inde pour découvrir des racines et se confronter au fossé culturel entre ses origines et son éducation occidentale. C'est bricolé, d'ailleurs Shyamalan ne le considère pas comme représentatif de son œuvre et ne l'a jamais largement commercialisé. C'est pour ça que d'ailleurs les images que vous voyez sont dégueulasses. Le voyant surtout comme une expérience d'apprentissage et non comme son premier film. Mais thématiquement, c'est déjà lui. On y retrouve déjà un truc central chez Shyamalan, le personnage en marge, qui a une vision différente du monde et doit trouver comment exister dans une communauté qui ne le comprend pas. Ensuite, en 1998, juste avant le sixième sens, il réalise Wide Awake. Et là, c'est super intéressant. C'est une comédie dramatique produite par les studios Miramax, avec Rosie O'Donnell et Dennis Leary, qui raconte l'histoire d'un petit garçon catholique de 10 ans, en quête de Dieu après la mort de son grand-père. Ça ne marche pas au box-office, mais là encore, on retrouve ses obsessions. La foi, la spiritualité, le regard de l'enfant sur le monde qui ne lui donne pas de réponse simple. Et il ne faut pas oublier, pendant cette période, Shyamalan bosse aussi comme scénariste. Par exemple, il a coécrit Stuart Little en 1999, le film familial avec la petite souris. Là encore, ça montre que son imaginaire va du film pour enfants au thriller existentiel et qu'il est capable de passer de l'un à l'autre. Son premier coup d'éclat, c'est évidemment Le Sixième Sens, en 1999. I see dead people. À l'époque, c'est un raz-de-marée. Non seulement le film cartonne au box-office, mais il décroche aussi 6 nominations aux Oscars. Et tout le monde se met à parler de lui comme le nouveau Spielberg, ou même du nouveau Hitchcock. Imaginez un petit peu la pression. Forcément, derrière, c'est compliqué d'être à la hauteur. Sa carrière, c'est presque une tragédie grecque. Montée fulgurante, chute spectaculaire, puis rédemption. Après Sixième Sens, il enchaîne avec Incassable en 2000. Un film sur les super-héros. Un des meilleurs films de super-héros qui existent à ce jour. Sauf que c'est avant Marvel, avant DC, avant l'overdose de cap et de collants. Lui, il prend le mythe et il l'aborde de façon hyper intime. Mais à l'époque, le public est un peu déconcerté, et la critique divisée. Puis viennent Signes en 2002, un film d'invasion extraterrestre qui en fait est une histoire de foi et de famille, et Le Village en 2004, qui joue sur l'idée de la peur et du mensonge collectif. Là encore, on l'accuse de trop se reposer sur ses twists. Pourtant, ces films vieillissent super bien aujourd'hui, parce qu'ils parlent de choses universelles. Ensuite, les choses se compliquent.
La jeune fille de l'eau, Phénomène, Le dernier maître de l'air, After Earth, autant de films qui se font démolir par la critique. On le traite de mégalo, d'imposteur, et beaucoup pensent qu'il est fini. En 2015, il revient avec The Visit, un petit film d'horreur autoproduit, et ça cartonne. Puis, il y aura Split en 2016 qui ressuscite sa carrière. Et il continue avec Glass, Old, Knock at the Cabin, et récemment Trap, prochainement d'ailleurs Remains avec Jake Gyllenhaal. Bref, une carrière qui ressemble à une série de twists en elle-même. Ce qui me fascine avec Shyamalan, c'est qu'il est l'un des rares réalisateurs hollywoodiens contemporains à avoir une vraie colonne vertébrale thématique. Peu importe le budget, peu importe le genre apparent du film, fantastique, horreur, science-fiction, conte, il revient toujours aux mêmes questions. Et c'est ça qui en fait un auteur au sens fort. Le cinéma de Shyamalan n'est jamais tourné uniquement vers l'angoisse ou le spectaculaire. Derrière ces intrigues, il y a toujours une recherche d'élévation spirituelle. Ces personnages, souvent ordinaires, doivent apprendre à accepter que la vie cache une dimension invisible, que le monde est traversé par un mystère que la science ou la raison ne suffisent pas à expliquer. D'abord dans Phénomène, de 2008. L'humanité est soudainement frappée par une catastrophe étrange. Les humains, en proie à un phénomène invisible, se donnent la mort de façon brutale et inexpliquée. Tout au long du film, les scientifiques tentent de donner des réponses. Mais aucune explication ne s'impose vraiment. Finalement, ce qui reste, c'est l'idée d'une force supérieure qui échappe à la compréhension humaine, la nature elle-même. Pour tous ceux qui disent que dans Phénomène, ce sont les plantes qui libèrent une substance qui est portée par le vent et que ça tue l'humain. Non, la réponse, personne ne l'a. On ne sait pas, car la menace est invisible. Tout est dit dès le début du film. Take an interest in science. What could be a reason the bees have vanished? An act of nature, and we'll never fully understand it. Nice answer, Jake. He's right. Tout est dit. Toutes les tentatives d'explication au sein du film, ce sont des plantes, c'est quand on est en groupe, tout ça est fait pour montrer que l'humain cherche toujours une théorie concrète alors que la vérité nous dépasse et qu'on ne la connaît pas. Une fois de plus, l'humain est remis à sa condition fragile et inexpliquée. But in the end, it'll be just a theory. I mean, we will fail to acknowledge that there are forces at work beyond our understanding. Reprenons. Dans Knock at the Cabin, en 2023, cette dimension prend une tournure encore plus frontale et symbolique. Une famille en vacances est confrontée à 4 inconnus qui affirment que la fin du monde est imminente. Pour sauver l'humanité, les parents doivent accepter de sacrifier un membre de leur foyer. Ces 4 personnages incarnent une vision moderne des chevaliers de l'Apocalypse, figure biblique annonçant la fin des temps. Shyamalan ne présente pas cette force comme un dieu unique et défini, mais comme une entité mystérieuse et transcendante. Cela rejoint son approche générale, et il ne cherche pas à imposer une doctrine religieuse, mais à inviter à une réflexion sur le sens, la foi et le sacrifice. Enfin, dans Signe, en 2002, il explore cette même idée à travers le parcours de Graham Hess, un ancien pasteur qui a perdu la foi après la mort de sa femme. Confronté à une invasion extraterrestre, il doit réapprendre à voir des signes dans les éléments les plus ordinaires. Les verres d'eau, laissés un peu partout par sa fille, ou l'asthme de son fils, finissent par devenir des éléments clés pour leur survie. Ce que le film raconte, ce n'est pas seulement une lutte contre des extraterrestres, mais une renaissance spirituelle. Le héros redécouvre la possibilité de croire, non pas en une divinité clairement définie, mais en une cohérence mystérieuse du monde. Là encore, Shyamalan montre que la véritable horreur n'est pas tant la menace extérieure que la perte de foi intérieure, et que la délivrance passe par la réconciliation avec une dimension spirituelle de l'existence. Shyamalan ne questionne pas seulement la foi de ses personnages, il questionne aussi la nôtre. Il met en jeu la croyance du spectateur à chaque film. Prenez Incassable. Ce film, c'est un vrai pari. Il nous dit « Et si les super-héros existaient vraiment ?» Mais pas comme dans les comics. Pas avec des costumes flashy et des explosions, juste dans le quotidien, avec un mec ordinaire en imperméable vert. Et là, Shyamalan nous teste. Est-ce qu'on accepte d'y croire ? Est-ce qu'on rejette l'idée parce que ce n'est pas assez spectaculaire ? Ce doute fait partie de l'expérience. Dans le sixième sens, c'est pareil. Le film fonctionne uniquement parce qu'on accepte ce qu'on voit. Shyamalan ne nous ment jamais. Il nous montre tout. Mais il filme les scènes de telle manière qu'on ne se rend pas compte que quelque chose cloche. Et quand le twist arrive, c'est nous qui réalisons qu'on a été complices. Qu'on a choisi d'y croire. Dans Le Village, il pousse encore plus loin. Tout le film repose sur une illusion collective, à laquelle on croit parce que tout le langage du cinéma, la musique, les costumes, l'ambiance,
nous pousse à y croire. Et quand la vérité tombe, ce n'est pas seulement les personnages qui se sentent trahis, c'est aussi nous, spectateurs. Même chose dans Split et dans Glass. Dans Split, on hésite sans cesse. Est-ce que la bête est réelle? Est-ce que cet homme peut vraiment se transformer? On oscille entre explications rationnelles et croyances quasi mythologiques. Et dans Glass, Shyamalan déconstruit carrément nos attentes. On attend un grand affrontement de super-héros, et il nous offre une fin intimiste, anti-spectaculaire. Comme pour vous dire, vous voyez, ce n'est pas l'explosion qui compte, c'est la foi que vous placez dans cette histoire. Et dans Trap, le spectateur pense suivre un bon père de famille, alors qu'il suit en réalité un tueur psychopathe. On pense contrôler la narration du film, alors que Shyamalan va se jouer de nous, remettre nos certitudes en doute. Se rire de nous, parfois même frontalement avec le tueur qui va nous rire au nez en regardant face caméra. Bref, Shyamalan joue avec nous comme il joue avec ses personnages. Il ne raconte pas seulement des histoires de foi, il nous force à vivre cette expérience de croyance. Et c'est pour ça que même ses films les plus bancals restent passionnants, parce qu'ils nous interrogent directement, nous, dans notre rapport au cinéma. Dans l'univers de M. Night Shyamalan, la quête spirituelle passe par une dimension profondément intime, celle du personnage qui doit apprendre à croire en lui-même pour affronter les mystères ou les forces qui le dépassent. Cette croyance n'est pas seulement religieuse, elle est une force intérieure, une résilience essentielle pour surmonter l'inconnu. Dans After Earth, Shyamalan explore cette idée de façon centrale. Le personnage de Cypher Rage et son fils Kitai sont plongés dans un monde hostile où la survie dépend autant de l'habileté physique que de la force mentale. Kitai incarne le parcours du héros qui doit apprendre à croire en lui. Au début du film, Kitai est marqué par la peur, une peur profonde, héritée d'un traumatisme passé qui l'empêche de se dépasser. Son père, lui, répète que la véritable force ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à la surmonter. Ce message devient le cœur du film. Croire en soi, c'est se confronter à ses limites et les dépasser. Pour tous ceux qui répètent bêtement que After Earth fait l'apologie de la scientologie, non, After Earth, c'est Shyamalan, le karma. Dans l'hindouisme, nos actions ont des conséquences. Dans After Earth, Kitai doit assumer ses peurs et ses erreurs passées. Sa survie dépend de sa capacité à agir avec courage. Chaque décision compte, et c'est exactement le principe du karma. La réincarnation. Le film ne parle pas directement de renaissance après la mort, mais il met en scène une transformation symbolique. Kitai meurt en tant qu'enfant apeuré et renaît en tant que jeune adulte capable de se dépasser. C'est une forme de réincarnation métaphorique. La moksha, la libération. Dans l'hindouisme, c'est l'idée de se libérer de la peur et du cycle des renaissances. Dans le film, Kitai atteint une forme de libération intérieure. Il apprend à maîtriser sa peur, à voir au-delà de ses limites. Et c'est ce qui lui permet de triompher, de s'effacer. Et enfin, la nature comme force vivante. Comme dans beaucoup de films de Shyamalan, la nature n'est pas un simple décor. Dans After Earth, la planète est redevenue sauvage, imprévisible, presque sacrée. Les humains doivent la respecter pour survivre, ce qui rappelle la vénération hindoue de la nature et de l'équilibre cosmique. Ça fait du bien. Reprenons. Dans Incassable, Shyamalan développe une approche différente, mais complémentaire. David Dunn, incarné par Bruce Willis, découvre progressivement qu'il possède des capacités extraordinaires. Ce cheminement devient une métaphore de la croyance. Il ne suffit pas d'avoir un pouvoir, il faut accepter que ce pouvoir fait partie de soi. David doit non seulement croire en son rôle, mais aussi comprendre sa place dans un ordre plus vaste. Elijah Price joue un rôle crucial en l'incitant à accepter cette vérité. Pour Shyamalan, croire en soi devient ici une forme d'acceptation du destin. Cette croyance est un acte profondément personnel, une reconnaissance que chacun peut avoir une mission, même s'il ne comprend pas totalement ses implications. Dans Signe, Graham Hess incarne aussi ce parcours. Brisé par la perte de sa foi, il doit réapprendre à croire. Sa foi devient une confiance en lui-même, et dans ses choix, notamment dans sa capacité à protéger sa famille face à l'invasion extraterrestre. La croyance se présente comme un chemin intérieur de réconciliation et de courage. Dans le sixième sens, Malcolm Crowe illustre une autre facette de ce thème. Il doit accepter une réalité qu'il refuse au départ. Attention, spoiler, fuyez pauvre fou, vous avez 10 secondes avant que je ne dévoile la fin de ce film, donc si vous ne... il est mort. Ce cheminement devient une clé pour accomplir sa mission et aider Cole, montrant que la croyance en soi est souvent la première étape vers la révélation. Alors après la thématique de la foi et de la croyance, passons aux autres obsessions de Shyamalan. Chez Shyamalan, les histoires de fantômes, de super-héros ou d'invasions extraterrestres ne sont jamais que des écrans pour raconter des drames familiaux.
Sixième Sens n'est pas seulement un film de fantômes, c'est l'histoire d'un petit garçon, Cole, qui souffre d'être incompris par sa mère. La scène la plus forte, c'est celle dans la voiture où Cole dit à sa mère qu'il voit sa grand-mère et qu'il lui transmet un message d'amour qu'elle seule peut comprendre. Grandma says hi. She says she's sorry for taking the bumblebee pendant. She just likes it a lot. C'est un moment de réconciliation familiale, de communication retrouvée. Et c'est pour ça que le film touche autant. Dans Signe, encore une fois, on a une cellule familiale éclatée. Un père en crise de foi, un frère qui essaie de tenir bon, 2 enfants perdus. Toute l'histoire d'invasion n'est en fait qu'un catalyseur pour que cette famille se retrouve et redevienne unie. La dernière scène, quand Mel Gibson remet sa soutane de prêtre, n'est pas une victoire contre les extraterrestres, mais une victoire sur le deuil et le désespoir qui détruisaient sa famille. Et regardez The Visit. Ici, on inverse le point de vue. Ce sont des enfants qui vont voir leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais connus. Et le film se transforme en un cauchemar. Mais derrière l'horreur, c'est l'histoire de réconciliation entre une mère et ses parents, une blessure familiale qui se répare par l'expérience traumatisante. Même dans Split, qui semble à la première vue éloigné de la famille, il y a ça. Le personnage de Casey, joué par Anya Taylor-Joy, a une histoire marquée par les abus de son oncle. Et c'est justement cette expérience familiale brisée qui fait qu'elle est capable de survivre et de dialoguer avec la bête. Encore une fois, l'horreur est une manière de parler de liens familiaux toxiques ou réparés. Même chose dans Trap, ou dans Phénomène, où tout s'arrête subitement à la fin lorsque, par amour, le professeur va rejoindre sa copine et sa fille, vous m'avez compris, au péril de sa vie. Le message est on ne peut plus clair. Les humains courent à leur perte, seul l'amour peut nous permettre d'éviter le pire. Le personnage qui ne rentre pas dans la norme, qui a une vision différente du monde. Cole, dans Sixième Sens, voit des choses que personne ne veut entendre. David Dunn, dans Incassable, refuse d'accepter qu'il n'est pas comme les autres. Ivy, dans Le Village, est aveugle et devient pourtant celle qui perçoit la vérité. Kevin, dans Split, vit avec 23 personnalités et se voit comme un monstre. Tous ces personnages sont en marge, rejetés ou incompris. Et les films racontent toujours la même chose. Comment trouver une place dans un monde qui ne vous accepte pas? Et ce n'est pas un hasard. Shyamalan, en tant que cinéaste d'origine indienne à Hollywood, a toujours été un outsider lui-même. Il a souvent dit qu'il se sentait comme un étranger dans la banlieue américaine où il a grandi. Et on sent qu'il met beaucoup de lui dans ses figures marginales. Shyamalan est sans doute l'un des réalisateurs les plus méticuleux de sa génération. Ce qui fait sa force, c'est son style singulier, une capacité rare à manipuler le temps et l'espace pour servir ses histoires, et à créer une tension unique. Pas toujours d'ailleurs. Aujourd'hui, je veux analyser pourquoi il est si particulier, et surtout comment il utilise le cadre comme un véritable outil narratif. Shyamalan adore les plans longs, ce fameux plan séquence, où la caméra reste en mouvement, ou fixe sans couper pendant plusieurs dizaines de secondes, parfois même une minute entière. Ça peut sembler lent, mais c'est exactement ce qui installe l'attention. Dans Incassable, la scène du train est un parfait exemple. Un plan séquence presque respiratoire, qui s'installe, qui installe une attente, et quand l'accident arrive, le choc est encore plus intense. Cette manière de travailler le temps, c'est une signature de son cinéma. Ensuite, il joue énormément avec le hors-champ. Il ne montre presque jamais son antagoniste directement. Dans Signe, par exemple, on découvre l'alien par fragments. Une main qui passe par derrière la porte, une silhouette perdue dans un champ de maïs. Dans La jeune fille de l'eau, il ne montre jamais directement certaines créatures ou phénomènes fantastiques. On les devine par des sons, par des mouvements furtifs, hors du cadre, ou par des regards effarés. Ce choix narratif force le spectateur à imaginer, et donne plus de poids à l'émotion qu'à l'image. Le film Phénomène est à lui seul une parfaite illustration du hors-champ, avec cette menace que l'on ne voit jamais directement. D'ailleurs, c'est dommage qu'il ait donné une réponse dans le film Old, parce que ça surfait exactement sur les mêmes intentions. Mais ce qui définit vraiment Shyamalan, c'est sa façon de structurer son cadre. Chez lui, chaque plan a une valeur narrative. Le centre du cadre traduit souvent l'isolement d'un personnage, ou concentre notre attention sur lui. Les bords créent un déséquilibre. Les déplacements dans les plans traduisent une évolution émotionnelle. Et la composition générale renforce toujours le suspense ou prépare un twist. Dans Sixième Sens, il travaille beaucoup sur la symétrie. Cole et Malcolm apparaissent dans des cadres organisés, avec de larges espaces négatifs autour d'eux, traduisant leur solitude et leur incompréhension. Dans Signe, ces personnages sont souvent petits, réduits dans l'échelle du plan, face à un environnement saturé, comme le maïs ou l'obscurité, ce qui accentue l'impuissance. Dans Le Village, il utilise des cadres fermés, comme des portes ou des fenêtres pour créer le sentiment d'enfermement narratif et psychologique. Comme je vous le disais, en réalité, chez Shyamalan, le cadrage n'est jamais neutre.
C'est une chorégraphie visuelle où chaque placement a une signification. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est un réalisateur unique. Il manipule l'espace, le temps, la perception du spectateur et transforme chaque plan en un élément essentiel de son récit. Les couleurs. Chez Shyamalan, les couleurs ne sont jamais neutres. Elles racontent, elles orientent et manipulent. Le rouge, par exemple, revient souvent comme un signe de danger. C'est classique. De colère ou d'événements majeurs. Dans Phénomène, il devient même un indice narratif. Un personnage monte dans une voiture rouge et quelques minutes plus tard, on sait qu'il va mourir. They could squeeze one more. Dans La jeune fille de l'eau, ce même rouge surgit de manière plus subtile, ponctuant certains moments clés et nourrissant le mystère. Les tons froids, bleu, vert et gris, servent à installer tension, étrangeté ou isolement, comme dans Signe ou The Visit. Les teintes chaudes, jaune, orange, oscillent entre réconfort et tromperie, donnant parfois une fausse impression de sécurité. Dans Le Dernier Maître de l'air, Shyamalan pousse cette approche plus loin, les couleurs deviennent un langage. Chaque peuple a sa palette. Doré pour les nomades de l'air, bleu pour les maîtres de l'eau, vert pour les maîtres de la terre, rouge pour les maîtres du feu. Cela crée des repères narratifs immédiats, associés à des caractéristiques qui leur sont propres. Mais il brouille aussi ses codes, plaçant ses personnages dans des teintes inattendues pour nourrir le doute et enrichir le récit. Dans Trap, il opère une inversion totale. Les couleurs sont retournées pour refléter un renversement narratif. On suit un personnage perçu comme bon, qui se révèle être le tueur en série. Les teintes chaudes apparaissent dans des scènes menaçantes. Les tons froids, dans des scènes anodines. Et le rouge devient un indice caché. C'est un vrai jeu d'inversion qui pousse le spectateur à remettre en question ses repères. Le gris et les tons neutres, eux, ne sont jamais de simples fonds. Ils font ressortir des couleurs significatives et installent une atmosphère réaliste. Dans La jeune fille de l'eau, ces contrastes renforcent la force symbolique de certaines scènes. On pourrait parler de grammaire cinématographique, un code visuel puissant qu'il utilise avec parcimonie. Shyamalan ne l'applique pas systématiquement, laissant volontairement des contre-exemples pour éviter la prévisibilité. Et enfin, il faut parler de la musique. Sa collaboration avec James Newton Howard est l'une des plus belles du cinéma moderne. Les partitions sont minimalistes, souvent basées sur quelques notes répétées, mais elles collent parfaitement à cette atmosphère de mystère et d'émotion. Shyamalan a souvent été comparé à Hitchcock pour le suspense et le contrôle de la mise en scène et à Spielberg pour l'émerveillement enfantin et l'importance de la famille. Mais lui, il cite aussi Spike Lee comme une influence, pas tant sur la forme que sur l'attitude. L'idée de faire un cinéma personnel, coûte que coûte. On peut aussi sentir l'influence de Kubrick dans sa façon de construire des cadres géométriques et glacés. Bref, ce n'est pas un réalisateur isolé, il s'inscrit dans une tradition, mais il mélange ses influences pour en faire quelque chose de très singulier. Si Shyamalan est souvent comparé à Hitchcock, ce n'est pas seulement pour son ambition de manier le suspense. Vous me voyez venir, mais aussi également pour ses caméos. Shyamalan se glisse dans presque tous ses films, il y en a seulement 2 où il apparaît pas. Pas pour se faire plaisir, mais pour donner du sens. Chez lui, le caméo devient un outil narratif, presque un code. Dans Trap, le caméo de Shyamalan est particulièrement intéressant, car il ne se contente pas d'apparaître en spectateur. Il incarne un personnage qui a un rôle narratif précis. Il joue ainsi celui qui emmène un personnage sur scène, permettant au récit de progresser. Cela donne au caméo une dimension méta. Le réalisateur ne se contente pas d'apparaître, il décide concrètement du chemin que son personnage doit suivre. Cette intervention devient une métaphore de son rôle de créateur, s'immisçant directement dans son propre film pour guider l'histoire, d'où cette sensation de facilité qu'on va ressentir pendant tout le film. C'est un clin d'œil astucieux à son rapport à la narration, où il se positionne comme l'architecte du parcours et de ses personnages, tout en jouant avec l'idée d'évasion. Dans La jeune fille de l'eau, Shyamalan va plus loin encore. Il interprète Vikran, un écrivain dont l'œuvre est censée sauver le monde, rien que ça. Ce caméo dépasse la simple apparition et devient une auto-représentation. Cela a été perçu comme un geste de mégalomanie. Mais c'est surtout une réflexion sur la responsabilité de l'auteur en réalité. En incarnant un créateur au destin universel, Shyamalan interroge sa propre place. Quelle influence a-t-il pour son public ? Quel est le rôle de l'artiste dans ce monde ? Ce caméo transforme ainsi le réalisateur en sujet de son film, ouvrant une réflexion sur la puissance et les limites de la création artistique. Dans Incassable, le caméo de Shyamalan est volontairement discret. Il joue un vendeur, trafiquant. Ce rôle apparemment insignifiant porte pourtant une charge symbolique forte. Incassable explore l'idée que chaque personne a un rôle précis à jouer dans une destinée plus vaste.
Ce vendeur devient une métaphore de cette pensée. Même un personnage mineur peut être essentiel pour faire avancer l'histoire. Shyamalan choisit ici de s'effacer au profit du récit, soulignant son rôle de guide invisible. Ce caméo traduit une intention claire, montrer que la narration se construit grâce à des présences discrètes mais déterminantes, tout en rappelant la marque du réalisateur dans l'univers du film. Le twist, évidemment, est l'une des marques de fabrique de Night Shyamalan. Un renversement final qui bouleverse la perception du film et rebat les cartes du récit. Il ne s'agit pas seulement d'un effet de surprise, mais d'un outil narratif central qui traduit sa vision du cinéma comme expérience immersive et réflexive. Dans ses meilleurs films, le twist devient une révélation qui redonne sens à toute l'histoire. Mais Shyamalan est aussi prisonnier de ce procédé. Il en a fait une signature tellement forte que cela a parfois éclipsé d'autres aspects de sa mise en scène, au point que certains films s'appuient sur le twist presque par obligation. Dans Old, par exemple, où le twist poussif et décevant peut sembler gâcher une maestria de réalisation avant qu'il n'intervienne. Dans d'autres œuvres, Le Village ou The Visit, il choisit de l'éviter ou de le subvertir, cherchant à ne pas se limiter à cette formule et à explorer d'autres formes de suspense et de construction narrative. Et pour conclure, il faut qu'on parle de la relève. Parce que oui, le cinéma de Shyamalan, ce n'est pas seulement une filmographie personnelle, c'est aussi une transmission. Sa fille, Ishana Night Shyamalan, vient de réaliser son premier long métrage, Les Guetteurs, que je vous invite à visionner. Et franchement, ce n'est pas qu'un dérivé du cinéma de papa, c'est déjà une œuvre qui affirme une voix propre, tout en prolongeant cette grammaire si particulière que M. Night a installée depuis 25 ans. Dans Les Guetteurs, on retrouve plusieurs marqueurs évidents. L'importance des hors-champs, les créatures qu'on devine plus qu'on ne voit, les plans longs, c'est du Shyamalan pur jus. Évidemment, le surcadrage, pour isoler les personnages. On retrouve nos personnages marginaux, une héroïne qui doute, isolée, incomprise, exactement dans la continuité de Cole, David Dunn, Ivy ou Kevin. Mais là où Ishana apporte quelque chose de neuf, c'est dans son regard générationnel et féminin. Là où M. Night Shyamalan explore surtout la foi, la famille et le deuil, Ishana installe un univers plus contemporain, avec une approche de la peur qui touche à l'identité, à la surveillance et à cette sensation d'être observé par un monde qui juge en permanence. C'est une angoisse très 2020, et ça donne à son cinéma une modernité immédiate. Puis il y a aussi la dimension familiale et symbolique. Shyamalan avait souvent mis ses proches dans ses films, on pense à Trap, où il fait un caméo aux côtés de sa fille Saleka. Avec Ishana, on a carrément un passage de flambeau. Son cinéma devient une histoire de famille, un langage qu'on transmet, un héritage artistique qui dépasse la simple filmographie individuelle. Shyamalan est un cinéaste souvent sous-coté, parce qu'on retient surtout ses échecs et qu'on le réduit à ses twists, alors que celui-ci n'est qu'un élément parmi tant d'autres de son art. Hollywood préfère des films calibrés, prévisibles et sécuritaires, alors que ce réalisateur ose prendre des risques formels et narratifs. Alors parfois cela fonctionne, parfois non, il faut l'avouer, mais lorsque c'est réussi, il livre des œuvres marquantes qui restent en mémoire. Un luxe rare aujourd'hui. Plus qu'un simple réalisateur, Shyamalan est un auteur, qui construit un univers reconnaissable par sa grammaire cinématographique, ses cadres, ses couleurs, ses symboliques, et des thèmes récurrents comme la foi, la famille ou la fragilité humaine. Ces films portent une charge métaphorique forte, abordant nos angoisses collectives. Le Village interroge la peur et la manipulation au sein d'une communauté, Signe capte la peur de l'inconnu dans un contexte post-11 septembre, et Phénomène évoque directement, d'ailleurs aussi avec le phénomène du 11 septembre, les séquelles d'une époque traumatisée par la violence et la fragilité du monde. Phénomène explore le réchauffement climatique et la menace environnementale comme une fin du monde silencieuse, tout comme Knock at the Cabin incarne l'angoisse diffuse face à des dangers globaux incompris. À travers ces films, le réalisateur parle de notre époque, en utilisant la fiction comme miroir de nos peurs actuelles, qu'elles soient politiques, environnementales ou existentielles. Cette cohérence thématique et ce courage formel font de lui un réalisateur unique, qui ne se contente pas de raconter une histoire, mais cherche à exprimer quelque chose de profondément personnel. C'est pourquoi je suis persuadé que, avec le temps, ses œuvres seront réévaluées, et que son nom rejoindra des grands auteurs du 7e art. Et que son nom rejoindra des grands auteurs du 7e art.